cinéma du Palais Bourbon, afin d'être les spectateurs de l'éloquence de nos camarades étudiants. Ces étudiants, comme vous pourrez le voir, sont issus de Sciences Po, mais pas que, sont issus également de l'Université de Strasbourg et représentent notre jeunesse. Il est de mon devoir de vous présenter ce dont vous allez être témoins. Comme vous n'êtes pas tous familiers avec cette association, nous sommes l'école des jeunes orateurs, une association étudiante. Et nous avons pour mission de donner la parole aux étudiants et aux jeunes. Également, de leur apprendre à prendre confiance en eux, suffisamment pour pouvoir assumer leurs idéaux et leur vision de la beauté du langage qui est le nôtre. Nous organisons chaque semaine des entraînements laboratoires, des cycles d'ateliers pour débutants, comme pour confirmer. Et tout cela a pour but de participer nos orateurs lors de nos événements comme celui-ci, afin qu'ils puissent défendre leur période. En tant qu'association étudiante, nous avons pour y défendre l'emploi de notre fondation pendant 10 ans, d'être au service de nos camarades étudiants. Cela pour nous donner une plateforme, une tribune, pour mettre en valeur leur langage et leur faire réaliser tout le potentiel artistique par leur discours. Vous êtes également un public jeune, en majorité. Nous organisons cet événement en partenariat avec le musée de Strasbourg, que je souhaite chaleureusement remercier pour nous permettre d'organiser cet événement dans un cadre aussi magnifique. Et cet événement se place dans le cadre d'un programme dédié aux 15-25 ans. Une période qui, nous croyons, est importante et capitale dans l'idée de se forger des savoirs et des compétences pour toute une vie. Nous croyons que l'art oratoire, savoir tirer parti de la beauté de notre langue, savoir convaincre autant que séduire, est l'une des compétences centrales dans nos vies à tous. Obtenir cette compétence, c'est la nourrir de savoir, la nourrir de l'enseignement de notre riche histoire et du travail de générations d'artistes qui nous ont précédés. Voilà également à nos yeux un but noble à poursuivre. Il est question d'art et d'histoire, vous l'avez bien compris. De quoi d'autre aurait-il pu être question dans une telle salle? Honoré de Balzac disait qu'il dit art dit mensonge. En même temps, on a souvent accusé l'art, et souvent l'art oratoire d'ailleurs, de faire quelque chose de la vérité, de se rapprocher de la forme, comme la philosophie du courant des sophistes, et de n'avoir à cœur que le coup d'éclat, sans argument ni la raison. Nous avons cependant, il est important d'en faire la distinction, une claire et nette, aujourd'hui, une vision très différente. Nous ne pouvons pas laisser croire qu'un débat peut être gagné par le pur abus du langage. La beauté du langage est aussi réclamant à la vérité observable, à la rendre moins dure au regard, et non être perverti pour le simple but de la victoire, sans fond ni raison, dans la discussion absurde. Nous ne parlons pas uniquement pour entendre la douce mélodie de notre propre voix, bien que ce soit la réputation méritée des diplômés de Sciences Po. Nous voulons parler et vous faire parler. Faire parler les jeunes et les étudiants afin de participer à notre formation de citoyens en avenir. Nous voulons vous donner cette opportunité d'apprendre les moyens techniques, pragmatiques de la prise de parole. Nous voulons vous donner cette opportunité d'apprendre les moyens d'exprimer vos pensées, vos convictions, vos valeurs, quelles que soient. Et pour cela, il est capital d'entendre la cité salvateur de l'art, de la recherche de la beauté dans notre vie quotidienne. Ces enseignements que nous délivrons à l'école, d'ailleurs, en pensant que l'essence de l'art, c'est la vérité se mettant elle-même en œuvre. Vous verrez dans le langage corporel de nos auteurs, dans leurs textes, dans leurs postures, qui ne pourront pas vous mentir, bien que peut-être ils essaieront. Mais vous verrez que s'ils espèrent vous convaincre de la véracité de leurs propos, ils devront eux-mêmes y croire. Le philosophe Alain disait tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même. Sans le doute cet après-midi, vous allez ressentir cet art exprimé par les orateurs. Sans doute allez-vous pouvoir vous identifier à leur gloire, à leurs éventuelles difficultés, à leur parcours artistique qui ressemblera à l'expérience qu'une vie à rechercher la beauté peut apporter à un être. Aujourd'hui, vous n'allez pas entendre parler de la hausse des prix du pétrole à la pompe et du mouvement du 17 novembre. Nous n'allons pas parler de politique non plus, bien que ce soit un foyer de débat assez prolifique. C'est pour clore la semaine des arts du bureau des arts de l'Université de Strasbourg que nous avons voulu proposer des sujets qui permettent une réflexion pour le simple but de la beauté. J'aimerais vous demander quelque chose. Vous rappelez-vous le dernier discours que vous avez écouté qui avait pour but
non pas de délivrer un message brut, une information concrète, mais qui recherchait la beauté pour le seul principe de la beauté. Si vous avez un souvenir récent de la sorte, je m'en réjouis. Cependant, je crains que ce ne soit pas le cas pour la majorité d'entre vous. J'espère que cet événement vous donnera l'occasion d'en avoir un. J'aimerais donc, avant d'ouvrir l'épisode de facilité, vous inciter à quelques préparations intellectuelles antérieures à l'écoute de nos orateurs. J'aimerais vous inciter à suivre l'enseignement d'Épictète, car savoir écouter est un art, c'est même la première étape de la bonne pratique de l'art oratoire. Il est dans notre philosophe français dont je vous inciterai à suivre l'enseignement quant au jugement que vous porterez sur les performances qui vont suivre. En art, point de frontière. Hugo vous encourage à voir la beauté et la recherche artistique partout où elle peut se présenter. Vous allez sans nul doute voir une forme de beauté ce soir à laquelle vous ne serez sensible qu'en ayant un esprit ouvert aux multiples formes, etc. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir, pour être juge des performances à l'après-midi, 3 personnalités académiques. Madame Hélène Fourneau, responsable du service éducatif et culturel des musées de Strasbourg. Vous nous faites l'honneur de participer aujourd'hui à notre jury et je vous remercie encore une fois au nom de l'association pour nous permettre d'être ici. Monsieur Étienne Martin, vous êtes parmi nous également secrétaire conservateur du musée des arts décoratifs. Il va cependant vous rallonger son arrêt de travail et de juste pour en prendre la connaissance. Monsieur Olivier Endurand, vous faites partie de ce jury en qualité de professeur de classe d'histoire en classe préparatoire au lycée de Coulanges. Et votre expertise, sans nul doute, sera très précieuse dans cette réunion afin de juger vos performances. Et enfin, M. Gabriel Pierre, qui complète ce jury en sa qualité de directeur de Strasbourg, parrain et soutien intellectuel de nos activités, et fervent défenseur lui-même de l'art oratoire dont je compte de cette prise de parole. Je tiens également à souligner la présence de Paul Lang, directeur du musée de Strasbourg, qui nous honore sa présence pour ce débat. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis effectivement Hélène Fourneau, responsable par intérim du service éducatif et culturel des musées de la ville de Strasbourg. Je voudrais dire effectivement en présence de Paul Lang que nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir très nombreux pour ce concours d'éloquence qui s'inscrit, vous l'avez rappelé, dans ce week-end 15-25 qui a lieu au Palais Rohan dans les 3 musées, mais également au musée de l'Œuvre Notre-Dame, juste à côté, donc n'hésitez pas, après ce concours, d'aller aussi vous promener dans le musée de l'Œuvre Notre-Dame. Service éducatif et culturel, c'est le service a pour mission de faciliter la rencontre des visiteurs avec les œuvres d'art dans les musées. Cette rencontre, elle doit être inédite et individuelle, même si des visiteurs viennent en groupe, même s'ils viennent dans un cadre scolaire ou familial ou autre. Nous, notre travail, c'est de faciliter cette rencontre. Et dans la médiation directe, l'éloquence, évidemment, est un élément essentiel. Comment trouver les mots justes pour révéler la polysémie des œuvres d'art, pour révéler la pertinence du propos de l'artiste. Donc, je suis très très curieuse de voir ce que vous allez nous proposer cet après-midi, parce que le budisme, ça fait partie de nos métiers, en tout cas, et donc on va voir ce que les jeunes orateurs de ce niveau ont à nous dire. Je vous remercie. Donc avant de commencer, je souhaiterais remercier les organisateurs qui m'ont invité à faire partie de ce jeu et vous nous avez demandé de préparer quelques mots et en bon élève, je me suis risqué à cet exercice et je me suis interrogé sur les raisons qui pouvaient me conduire à être parmi vous aujourd'hui. Donc, professeur d'histoire en Caen, donc au lycée du Stade de Coulanges, je n'ai pas comme qualité première l'éloquence, vous en rendrez compte. Et je crains d'ailleurs de ne pas être le seul, puisque l'éloquence, qui était la caractéristique même de nos grands prédécesseurs, je pense à Michelet par exemple, était telle qu'elle pouvait soulever les étudiants et provoquer une révolution en 1848. Je
Je crains qu'aujourd'hui, en dehors de quelques cas au Collège de France, ce ne soit plus guère le cas. Donc à mon humble niveau, la parole professorale n'a pas le même rayonnement. Elle sert à susciter l'intérêt du moment d'essai. Elle sert aussi à réveiller les morts en réveillant les discours qu'ils ont pu tenir. Et lorsque dans une salle de classe, les paroles de Danton ou de Robespierre résonnent, ce n'est jamais sans émotion. Et même si l'historien ne peut pas se satisfaire de la simple émotion qui surgit à la lecture d'un discours, il est nécessaire qu'il contextualise, qu'il analyse, qu'il essaye de réfléchir au sens des mots qui sont employés. La langue, la qualité du discours, sa force argumentative ne peuvent qu'émouvoir. L'autre raison qui m'a semblé intéressante, c'est que j'ai commis il y a quelques années un travail de recherche sur l'épiscopat français au XVIIIe siècle et que Armand Gaston de Rouen, entre autres aujourd'hui, est un des personnages majeurs de mon travail. Dans cette salle où nous allons entendre de jeunes candidats développer leur rhétorique, et bien lui-même a réuni les curés du diocèse de Strasbourg pour leur enseigner et pour leur donner un certain nombre de clés pour réussir leur métier de curé. Ces clés, elles étaient contenues dans un manuel, une sorte de vadémécum, qui est les instructions au professeur de Saint-Charles-Borromée. C'était un livre qui avait été traduit en français, qui était lu en français, et après chaque lecture, il y avait un discours, un sermon qui était prononcé par un ecclésiastique choisi par le cardinal, discours en français. Ce discours en français était composé, c'était un prêche, c'était un type d'éloquence ecclésiastique, et cette éloquence ecclésiastique, elle se voulait art sacré, mais aussi art politique, puisque le français en Alsace au XVIIIe siècle était la langue du roi, et donc la langue de Dieu. Donc je ne souhaite pas accaparer la parole, ce n'est pas le jury que vous êtes venu entendre, mais les candidats. Donc je me contenterai de paraphraser Danton qui, le 2 septembre 1792, dans un discours à l'Assemblée législative, incitait au courage ses collègues en disant « Pour vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée. » Je le paraphraserai donc en disant « Aujourd'hui, mesdames, messieurs, il vous faut de l'audace, encore de l'audace, et toujours de l'audace, et le concours est gagné. » Mesdames et messieurs, chers étudiants, je voudrais vous dire quelques mots en ma qualité de directeur de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, de Sciences Po Strasbourg. D'abord, pour remercier le Musée des Arts Décoratifs de nous accueillir ici, ce lieu superbe, et participer avec nous à cette manifestation. Remercier la ville de Strasbourg de l'invitation dans cet événement, puis remercier les membres du jury qui ont accepté de distraire un peu de leur temps pour participer en ce samedi après-midi frais mais ensoleillé à cet exercice et pour juger les prestations qui vont être celles des compétiteurs. Remercier également l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg, parce que cette école fait au sein de l'Institut un travail extrêmement intéressant et extrêmement important. D'abord, elle fait le travail que nous allons voir aujourd'hui, un travail de représentation, un travail de mise en scène, un travail d'art oratoire. Mais elle fait aussi et surtout, et vous l'avez rappelé, pour toutes celles et tous ceux de nos étudiants qui sont peut-être un petit peu moins spontanément tournés vers l'art oratoire, peut-être un petit peu moins le courage de la prise de parole, l'audace de la prise de parole, eh bien elle fait un travail de préparation, d'apprentissage, d'amélioration, un travail d'apprivoisement de cette inquiétude que l'on a tous toujours, plus ou moins, lorsque l'on prend la parole. Et ça, c'est évidemment extrêmement important. C'est socialement, c'est politiquement extrêmement important. Parce que c'est une logique d'école inclusive. Parce que c'est une logique d'école qui n'est pas tournée que vers ceux qui savent d'emblée, mais c'est d'abord une école qui est tournée vers ceux qui apprennent et vers ceux que nous devons aider, vers celles et ceux que nous devons aider. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis ce que vous faites de plus en plus souvent dans des lieux hors les murs de l'école, hors les murs de l'Institut. Et ça aussi, c'est important. Nous tourner vers d'autres publics, aller vers d'autres, être aujourd'hui en ce lieu, nous intéresser à d'autres champs. Vous l'avez fait il y a quelques semaines dans un autre cadre, devant le parvis de la bibliothèque municipale, où nous avions opération
collaboration avec l'association de quartier Speaker, un événement de ce type, là encore, brassant les publics, brassant les cultures, brassant les savoirs, brassant les façons de parler. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un lieu, certes, beaucoup plus fort, peut-être plus académique à certains égards, mais il y a un autre brassage qui se fait aujourd'hui. C'est celui des savoirs. Nous parlons d'arboratoire. Nous mettons en scène l'arboratoire. Mais nous allons le mêler avec l'art théâtral. Nous le mêlons évidemment avec les arts décoratifs, les arts picturaux. Et là aussi, il y a un mélange intéressant, un mélange des cultures, un partage des cultures. Et ça, c'est très important. Vous avez dit, cher Président, que nous ne ferons pas de politique aujourd'hui. Si. Ce que nous faisons là est politique. L'art est politique. L'art est toujours politique. En tout cas, l'art a quelque chose à dire. Et je ne doute pas que vous toutes et vous tous, vous aurez, au-delà de la qualité formelle de la prestation, quelque chose à dire, et ce quelque chose est nécessairement politique. Alors vous avez dit, Président, autre chose, lequel je suis très d'accord. Vous avez dit que l'arboratoire, c'est aussi savoir aux intègres et savoir écouter. Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais le faire et je vais l'écouter. Nous avons, afin de préparer la première joute, qui sera un procès fictif, la représentation du procès du cardinal de Rouen en 1786, une comédienne, Nancy Guillon. Oui, je suis là. Me voilà. Et à qui j'ai l'honneur de donner la parole à la fin, justement, de nous présenter cette affaire de fond. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, monsieur, et je serai celle par qui le micro disparaît. Permettez-moi de prendre encore un peu de votre temps. Je sais que vous êtes venu assister à des joutes, soutenir des camarades ou découvrir cet exercice, et je vais encore retarder ce moment pour faire grandir en vous encore plus de désir. Je vais vous donner... déjà. Et merci de m'accueillir, oui, parce que j'ai un peu plus de 25 ans et ça me fait plaisir d'être là avec vous. Cette affaire, l'affaire du collier de la reine, sera donc le sujet de cette première joute. Le cardinal de Rohan est-il innocent et coupable sera la première question posée. Alors, cette affaire n'est pas simple et elle paraît vraiment invraisemblable. Elle démarre en 1785. C'est l'affaire du collier de la reine. Donc, je vais d'abord vous présenter le collier. Imaginez le collier. C'est une magnifique parure qui enserre le cou et qui descend somptueusement jusque par là. Elle est composée de 2842 carats. Elle a été créée par les joailliers officiels de la couronne, messieurs Gomer et Bassange, et elle vaudrait aujourd'hui 7 millions d'euros. Ce n'est pas rien. On sait que la reine Marie-Antoinette adorait les bijoux. Et ce collier lui a été proposé par les joailliers. Cependant, elle l'a refusé au motif qu'il était trop cher, même si le roi souhaitait le lui offrir. Elle s'est montrée une grande sobriété, elle l'a refusé. Et ces joailliers, eux, essayaient de le vendre, parce qu'ils avaient essayé de le vendre déjà à Louis XV. Ils s'étaient endettés pour créer ce collier. Le nombre de pierres est important. Eux, ils étaient en train d'essayer de le vendre dans plusieurs pays d'Europe pour récupérer leur denier. À Louis XV, ils n'ont pas pu, parce que voilà, il a eu un petit souci. Louis XV, il a disparu de la circulation. Et Madame du Barry, à qui il voulait l'offrir, n'a pas pu
Jeanne de la Motte Valois, qui est une cousine éloignée de la reine. Je vois un regard zidorien qui me fait des signes. On dit qu'elle est cousine éloignée, c'est-à-dire qu'elle est de descendance royale par la main gauche. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est la fille d'une bâtarde d'Henri II qui fut légitimée. Donc on dit par la main gauche. Voilà, quand même du sang royal, on peut mélanger, elle a du sang royal. Et elle va, grâce à ce sang royal, créer tout ce scandale et s'imposer comme étant proche de la reine. Mais je regarde, présentons la reine Marie-Antoinette. Tout le monde en a entendu parler, je pense. Elle est souvent critiquée pour sa légèreté. Elle adore les bijoux, elle adore la gaieté. Elle est un peu hors du protocole. Elle se fiche de l'étiquette avec les dames de sa cour. Elle peut paraître familière et ça lui est souvent reproché. Le roi, je crois qu'à ce moment-là, il n'est pas trop mal vu. Ça va. Il est critiqué lui parce qu'il est fidèle à sa femme. Bon, il n'est pas parfait. Et c'est d'ailleurs pour ça que le scandale va faire gros scandale, c'est qu'il va défendre sa femme jusqu'au bout et l'écouter. Une fois n'est pas coutume. Alors maintenant, le cardinal de Rohan. Lui, c'est un éminent personnage. Je pense qu'il est quelque part. Il nous entend aujourd'hui, ses oreilles vont siffler. Je vous présente le cardinal de Rohan, Louis-René de Rohan, cardinal de la Sainte Église romaine, évêque et prince de Strasbourg, landgrave d'Alsace, prince-état d'Empire, grand aumônier de France, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, proviseur de Sorbonne et accusé dans une terrible affaire de polygamie. C'était quand même pas rien, ce cardinal. Il avait connu la mère de Marie-Antoinette parce qu'il avait été ambassadeur en Autriche à Vienne. Et il était très mal vu par la maman de Marie-Antoinette et par Marie-Antoinette parce que lui aussi avait critiqué sa légèreté. Donc quand il arrive à la cour de Versailles, déjà il n'a plus le droit d'être ambassadeur à Vienne. Quand il arrive à la cour de Versailles, il est toujours projeté. Marie-Antoinette le traite avec froideur et il n'est jamais bienvenu au palais. Donc lui, il aimerait revenir en grâce auprès de la reine. Parce qu'il a une ambition personnelle, il aimerait bien devenir Premier ministre du roi. Donc, il rencontre une jeune femme, Madame Jeanne de la Motte Valois. Alors, elle est pauvre dans une certaine mesure, elle est pauvre. C'est-à-dire qu'elle a du sang royal qu'elle essaye de faire valoir. Et puis, elle demande de l'argent à gauche, à droite. Elle obtient même une pension du roi une année. Donc, elle se débrouille. C'est une intrigante. Certains disent que c'est une aventurière même. Et vous allez voir par ce qu'elle fait qu'elle est sacrément culottée. Donc, elle va voir le cardinal et il y en a qui disent qu'ils sont devenus amants aussi. Ça, certaines sources le disent. En tout cas, le cardinal l'a aidé. Il lui donne régulièrement des sous. Ils entretiennent de bonnes relations. Et puis elle commence à faire couler le bruit qu'elle est proche de la reine Marie-Antoinette, que par ses relations de famille, de sang, eh ben, elle réussit à être entendue par la reine. Elle fait courir ces bruits, cette rumeur. Et ben, toute cette affaire n'est qu'une affaire de rumeurs, de mensonges, de faux semblants. Tout le monde la croit, même le cardinal. Il arrivera à croire qu'elle est reçue par la reine, alors qu'elle n'est pas du tout reçue par la reine. Elle est quand même très très forte. Et elle va faire croire au cardinal que grâce à elle, grâce à son influence,
elle va le faire remonter dans les bonnes grâces de la reine. Le cardinal la croit, elle fait faire des faux, parce qu'elle a un autre amant, son amant de cœur et de corps peut-être, qui lui est journaliste et puis il croque aussi dans les journaux, des bonnes plumes, et il imite très bien les signatures. Donc ils font des faux, ils font ensemble des fausses lettres de la reine. Ils signent Marie-Antoinette de France. Je crois que les reines signent seulement de leur prénom, si j'ai bien compris. Donc c'est faux, c'est avéré. Des lettres qui disent au cardinal qu'il laisse entendre qu'il va revenir dans son amitié, que tout va s'arranger. Mais le cardinal perd patience. Il dit si je ne vois pas la reine, je cesse de vous croire. Alors à ce moment-là, Madame de la Motte-Valois organise une rencontre entre une soi-disant reine. Elle va engager une prostituée qui ressemble beaucoup à la reine. Elle va lui faire porter de riches habits, lui voiler le visage. La rencontre se fera de nuit dans les bosquets des jardins de Versailles. Elle organise tout cela pour faire croire au cardinal qu'il va être en présence de la reine. Et ça marche. Il croit ce qu'il veut croire. Donc il se retrouve dans un bosquet. Madame de la Motte-Valois lui dit c'est bon, la reine est prête à vous rencontrer, avancez. Et là, il y a une dame superbement vêtue, le voile, tout ça, et elle lui dit ce qui est passé. Ce qui est passé est passé. Avançons ensemble à la vie, enfin, c'est largement que ça. Et lui, il y croit. À ce moment-là, quelqu'un vient chercher la reine. Voilà, il faut partir. Attention, on vient. Ah, elle s'en va. Le cardinal est ravi. Il rejoint Madame de la Motte-Valois, qui doit être encore plus ravie. Et à ce moment-là, Madame de la Motte-Valois a tout gagné. Le cardinal sera prêt à tout ce qu'elle lui demandera. Parce qu'il croira toujours que ce qu'elle lui demandera viendra directement de la reine. Nous en venons au collier. Encore un peu de patience, je vous laisse après avec les juteurs, je vous le promets. Nous en venons au collier. Madame de la Motte-Valois rencontre les joailliers qui l'approchent pour espérer vendre encore leur collier à la reine Marie-Antoinette. Madame de la Motte-Valois fait un peu la fine bouche, peut-être je pourrais vous aider, mais en même temps, parler d'argent, bof. Finalement, elle accepte. Et elle leur dit, vous aurez pour ça un intermédiaire de marque. Et elle pense évidemment au cardinal de Rohan. Elle va proposer au cardinal d'être l'intermédiaire entre les joailliers et la reine, comme si la reine voulait acheter en secret et à crédit en plusieurs traites ce fameux collier incroyablement cher qui vaudrait aujourd'hui 7 millions d'euros. Et Madame de la Motte-Valois produit même des écrits qui disent oui, je m'engage à payer ce collier, signé de la reine. Donc elle organise toute une arnaque. Jamais la reine n'est au courant de ça. Elle organise tout. Le cardinal dit, d'accord, je me porte garant, je suis fière de la confiance que la reine met en moi, il garde le secret, il n'en parle pas, les joailliers n'en parlent pas, il signe ce papier, ensuite les joailliers remettent le collier, remettent le collier, à qui? Au mari de Madame de la Motte-Valois, déguisé en émissaire du roi, qui dit je viens chercher le collier pour la reine, hop, il l'emmène. Et c'est comme ça que Jeanne de la Motte-Valois et son mari le récupèrent, alors que les joailliers et le cardinal pensent que la reine a eu son collier. Jeanne de la Motte-Valois découpe en petits morceaux avec son mari le magnifique collier. Ils en vendent une partie à Londres, d'ailleurs
vont voir le cardinal qui n'a pas beaucoup de nouvelles, tout le monde est bien embêté. Alors que les joailliers vont voir la reine, encore plus embêtée, et la reine tombe des nues. Et le scandale est prêt d'éclater. Elle convoque le cardinal, et le cardinal va finalement être arrêté alors qu'il était en habit de grand-messe le jour de l'Assomption et de la fête de la reine Marie-Antoinette, le 15 août. Il était prêt à donner une grand-messe à Versailles et il se fait arrêter devant tout le monde. Et c'est là que le scandale éclate véritablement. Ensuite, il va se faire juger par le Parlement et la reine sera finalement la plus salie de cette affaire. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en dire trop et il faut que je laisse les joueurs vous laisser vous faire une idée sur ce cardinal qui est quand même, alors était-il innocent, était coupable, lui dit je n'ai point trompé, j'ai été trompé. À l'accusation, Nathalie Heller. C'est avec grande tristesse, grande affliction que je vous salue aujourd'hui, fiers défenseurs de la justice, membres du Parlement. Tristesse, affliction, vous dites, car l'affaire que nous avons à traiter aujourd'hui s'approche du crime de lèse-majesté. En effet, Monseigneur Louis-René de Rohan, cardinal de son État, si devant accusé, a osé, par ses actions, nuire à l'image de la reine et donc à celle de la couronne pour un collier d'une valeur de 300 000 livres. Quel terrible coup pour notre roi, 1000 fois adoré, Louis le XVIe du nom, qui a déjà eu à souffrir de tant de scandales. Dans le mémoire, édité par l'avocat de l'accusé, Jean-Baptiste Targuet, avec pour objectif de défendre celui que la justice ne pourrait se pourfendre, nous disons que la question que moi, procureur, devrais me poser est la suivante. Monseigneur de Rohan a-t-il trompé ou bien a-t-il été trompé? Et moi, je vous le dis, messieurs, posons-nous les bonnes questions. En effet, à supposer que notre accusé n'est point trompé, mais ait été trompé, est-il pour autant innocent? Innocent d'incompétence, de faiblesse morale. Rien n'est moins sûr que l'absence de culpabilité de notre cardinal. Mais comment serait-il autrement lorsque nous savons que depuis 1774, celui-ci est en disgrâce et que l'un de ses ancêtres a été mêlé à un complot qui visait la tête de Louis XIV? Alors donc, notre accusé se serait-il, par goût de la vengeance, vendu au vil peuple? Ou bien, encore, et cela est bien pire, cette affaire s'inscrirait-elle dans un complot avec la franc-maçonnerie anglaise et tiendrait pour cela de la haute trahison? Je vous le dis, messieurs, cette affaire ne tient pas à la destinée d'un seul homme, mais c'est l'histoire tout entière qui nous regarde, et c'est l'histoire qui s'écrit en ce moment même. Le premier chef d'accusation que ne manquera pas de soulever la défense
sous la crédibilité des puissants, sous la crédibilité de Versailles. Ne faisons donc pas preuve de faiblesse dans notre jugement, sous peine d'être nous-mêmes associés à ce crime hautement condamnable. Incapable donc, monseigneur de Rouen? Peut-être. Mais alors, quel crime terrible d'accepter une position au plus haut rang des responsabilités de l'Église. Cet homme à charge d'âme, cet homme prétend guider les brebis égarées. Mais qui veut-il donc guider, puisqu'il est lui-même tel un mouton perché au sommet d'une falaise dans laquelle il se jette, comme les moutons de Palurge. Car monseigneur est cumulard, et non seulement est-il cumulard dans ses fonctions, puisqu'il est proviseur de la Sorbonne, landgrave d'Alsace, grand aumônier de France, et j'en passe, mais cumulard est-il également dans ses péchés, puisque chacun des 7 péchés capitaux peut lui être reproché, à commencer par celui de la luxure. N'entend-on pas dans tout Paris des pamphlets courir sur sa liaison avec Madame de la Motte? Alors, serait-il étonnant que cet être, qui se rend ainsi coupable des pires souillures, le soit également d'autres péchés? Vanité, orgueil, et point encore le noble orgueil dont s'est prévalu le cardinal de Ré lorsqu'il disait que, s'il est nécessaire que nous tombions, alors tombons du ciel. Mais au point que monseigneur le cardinal de Rouen s'est prévalu dans la bassesse matérielle, dans la bassesse temporelle. Nous avons là un orgueil tout humain et un rare exemple d'homme créature. Mais bon à rien. Notre cher cardinal semble donc être un homme tout à fait sensible à la vanité du monde. Aurait-il agi par vengeance? Rappelons qu'il y a un siècle, en 1674, l'un de ses ancêtres s'est fait couper la tête pour avoir comploté contre Louis XIV. Vengeance du sang? Rien n'est moins sûr, puisque ce serait là attribué à un personnage aussi bas, mais ayant de penser une certaine ardeur. Non. Il est certain que son entreprise tient plus de la volonté personnelle, de se venger de la disgrâce dans laquelle il a été jeté lorsqu'il est revenu de Vienne, d'où il a été chassé pour mauvais comportement. L'impératrice ne disait-elle pas que tous les jours, il devenait plus indiscret, plus insolent et plus insupportable? Un tel être n'a donc pas des mauvais comportements de façon récente. Trompé donc, monseigneur de Rouen? C'est possible. Et alors il pêche par incompétence. Il a eu l'honnêteté de se porter garant? C'est par vanité, par intérêt, par orgueil. A-t-il pensé obéir à la reine? Mais pourquoi aurait-il été choisi? Et pourquoi se serait-elle cachée avec un poil sur la tête? Enfin, a-t-il agi par amour pour la reine, comme on peut l'entendre? Certainement pas. Il est fort mal placé, et ses relations précédentes contredisent cette idée. Donc, messieurs, le rubis tremble, et nous avons tout intérêt à nous montrer fermes, à ne pas faire preuve de faiblesse dans notre jugement. Je propose, et j'estime, que le monseigneur le cardinal de Rouen mérite la peine de décapitation, comme son ancêtre Louis de Rouen l'a subi lors du complot de Lacthéaumont en 1674. Enfin, que son sang impur abreuve nos sillons. Et le propos révolutionnaire. Honorable et souverain membre de la magistrature de Paris, exceptionnellement délocalisé à Strasbourg.
un procès public et chez l'accusé. Que de libéralité en notre royaume. Bref, au moins, à défaut d'acquitter mon client, pourriez-vous le remercier du buffet qui vous sera proposé à la sortie du procès, et tout cela assez peu. Mais recentrons-nous sur le personnage qui nous intéresse aujourd'hui. Louis-René-Édouard de Rohan-Guéméné, ou plus simplement cardinal de Rohan, est très certainement, et il me semble, la victime du traquenard le plus sophistiqué et le plus inique de notre siècle. Certes, je vous l'accorde, procureur élève, nous ne faisons pas face à un parangon de sainteté. C'est vrai. Mais nous ne sommes pas ici au tribunal journalistique de la presse peuple. Fini les procès en diffamation arbitraire. Fini les réquisitoires approximatifs. Fini tout cela et place à un peu d'office, pas mal de droits et beaucoup de faits, puisque l'on accable mon client d'une présomption licencieuse de culpabilité. Je m'explique. La défense requiert l'acquittement complet du cardinal de Rohan. Je le requiers parce qu'il est innocent et j'en peux le prouver. Je le requiers parce qu'il n'est pas responsable et j'en peux le démontrer. Enfin, je le requiers parce que c'est la loi. Que reproche-t-on au juste? L'on reproche à mon client d'avoir voulu offrir la plus belle parure d'Europe à la reine, homme de générosité. On lui reproche pourquoi le souhaitait-il d'ailleurs? Question légitime, pourquoi souhaitait-il offrir cette magnifique parure? Il savait qu'il avait à se faire excuser de quelques mécontentements diplomatiques en Autriche. Homme de vertu, consciencieux. Errare humanum est diabolica persevera. Tout le monde aura compris. Mon client ne persiste pas dans l'erreur. Il sait les reconnaître. Et dans ce cas-là, il ne reconnaît rien. Car il n'y a rien à reconnaître. En témoigne ce qu'il déclare au couple royal à la suite de son arrestation humiliante le 15 août. Il dit à la reine, je vous cite, « Je vois bien que j'ai été cruellement trompé. Qu'importe, je payerai le collier. L'envie que j'avais de plaire à votre majesté m'aura fasciné les yeux. » Quelle lucidité elle ne pas. En définitive, le crime qu'on impute à mon client n'est jamais de son excès de loyauté vis-à-vis du roi et de la reine. Il aime son roi, il aime sa reine, un homme de loyauté, par-il, de générosité, de vertu, en quelque sorte, un homme d'innocence incapable de faire le moindre mal. Alors, j'entends déjà l'objection qui va être de m'expliquer effectivement que innocent peut-être, mais alors responsable. Responsable de quoi dans cette affaire? Si ce n'est l'achat d'un bijou, le client a déjà répondu qu'il allait le payer. Revenons-en aux faits. Faisons du droit. Certainement pas des colombiers. Que peut-on reprocher dans les faits légalement et légitimement jugeables? 3 faits, 3 griefs précis. Faux et usage de faux, avec la création effectivement de fausses lettres au nom de la reine, par le faussaire réellement diabolique, Rétaux de Villette. Abus de confiance sur un représentant de l'Église, notamment lors de la rencontre nocturne du 11 août 1784, avec la putain Nicole Leguet, qui se fit outrageusement passer pour la reine. Escroquerie en bande organisée, avec la complicité de quelques escrocs. Je vous demande d'ouvrir ce dossier-là, messieurs les magistrats. Bref, la charge est très lourde. Et qui se cache derrière ces griefs? Un nom que je ne vous ai même pas entendu prononcer tout à l'heure, procureur. Un nom qui pourtant est dans toutes les têtes. Ce nom-là, c'est Jacques de Valois Saint-Rémy, dit comtesse de la Motte. Nous y voilà, voici la vraie instigatrice
Voici la vraie scélérate qui aura mené notre pauvre homme à la ruine, à l'humiliation. Madame de la Motte, Nicole Leguet, Réto de Villette, Cagliostro, ouvrez donc ces procès-là, mesdames et messieurs les jurés. Voici les véritables responsables. En conclusion, faites le droit et la loi et vous libérez un innocent. En revanche, faites la calomnie et l'arbitraire et vous déclencherez un scandale d'État. Le plus effroyable dans cette affaire, c'est que l'on a voulu opposer deux innocents, les intérêts du cardinal et les intérêts de la reine, alors que pendant ce temps-là, nous détournons nos regards des faits réels, des véritables responsables. Ô magistrats, faites amende notre âge, pays. Protégez notre majesté de cet inique scandale d'État par votre amour de la justice. Punissez ces félons qui cachent tout et n'assument rien. Triomphez avec la vérité et abattez les mensonges afin que l'on puisse, en définitive, déclarer cardinal fourvoyé, cardinal humilié, mais bientôt cardinal acquitté. Je vous remercie. Et le jury a posé des questions, s'il y en a. Ma première question s'adresse à l'avocat de la défense. Cher maître, vous invitez à dire le droit et la loi, sauf que le droit et la loi, vous n'êtes pas sans savoir. Le roi qui l'a décidé, le roi et la loi. Si le roi a décidé la condamnation du cardinal de Rouen, peut-il encore être innocent? Vous avez raison. La justice est divine dans notre royaume. Et tout à chacun, le cardinal de Rouen le premier sera à s'y soumettre. Mais à noter effectivement que le roi a fait la proposition d'une justice qui émanait directement de lui. On pourrait effectivement appeler une justice retenue, ou alors une justice du Parlement, votre justice également, car je crois savoir que le roi sait également faire confiance en votre bon jugement, et je m'y remets aussi complètement. Donc, au Parlement, à la suite, évidemment, de la consécration du roi, de décider de l'innocence. Une deuxième pour notre procureur. Vous nous évoquez un certain nombre d'éléments qui auraient trahi, puisque la trahison était inclue dans son sang. Mais ne remettez pas en cause la puissance du roi d'avoir nommé à l'évêché de Strasbourg, le plus riche de son royaume, un homme dont la trahison a été marquée déjà par ses ancêtres. La toute-puissance du roi ne peut en aucun cas être accusée. Mais que dire d'une famille qui prétend parler en face à face au roi? La vérité, c'est que le cardinal de Rouen est l'élément qui cloche. C'est le mouton noir du troupeau. La famille n'est pas accusée. Loin de là. Mais il arrive que certaines failles, il en a trouvé à un instant dans nos générations, se retrouvent bien plus tard dans celle des descendants. Est-ce étrange d'accuser de trahison un être dont on connaît les acquaintances avec l'Angleterre, notamment ce qui concerne la franc-maçonnerie? Je pense que mon jugement est tout à fait valable. Madame la procureure, la protection du roi n'imposerait pas l'innocence du cardinal. Condamner le cardinal, n'est-ce pas, à terme condamner le roi aussi? Je pense justement que ce serait le contraire, puisque le peuple est bien au courant de l'affaire, le cesse d'émettre Colibet et Pamphlet. Le peuple accuse le cardinal, et par lui,
droit de proposer ce que lui dit le peuple. Absolument pas. Le roi est le serviteur du peuple. Mais si le peuple n'était pas du devoir du roi d'intervenir, c'est lui qui fait porter la paix sur le royaume. C'est son devoir. Une question pour nos deux magistrats et nos deux hommes de loi. Si le Parlement juge contre le roi, le Parlement ne s'érigit pas en barrière dans le pouvoir absolu du roi, n'est-il pas un écran entre le peuple et son roi, dont le roi tient un pouvoir absolu? Que je sache jusqu'à présent, si telle extrémité était prise, le Parlement ne serait pas vraiment dans son rôle. Nous savons qu'il a quelques revenus de certaines décisions royales, mais davantage pour des questions jurisprudentielles, juridictionnelles, des choses d'extrêmement techniques, mais jamais sur le fond de la légitimité royale. Il me semble qu'au cours de l'instruction de cette affaire, M. le cardinal a demandé à être jugé par le roi, qui a refusé. Pourquoi alors remettre en question son autorité, puisque son autorité implique le refus qu'il a émis lorsqu'il s'agit de faire du Parlement le juge du cardinal? Je vous remercie. Louise Rabault et Bastien André. Honorable membre du jury, Cher public, chère contradictrice, bonjour. Arrêtons-nous un instant sur ce lieu, si riche lieu, où nous sommes réunis, le Palais Royal. il comprend de nos jours le musée d'art décoratif, de l'archéologie et des beaux-arts. Ce palais est la définition même d'un musée traditionnel. C'est un espace où sont réunis, en vue de leur conservation et de leur présentation au public, des collections d'œuvres d'art, des biens culturels, scientifiques ou techniques. Mais projetons-nous vers le futur. Où se situeront les musées de demain? Eh bien, je vous le dis haut et fort, ils sont ici. iPhone, Samsung, Alcatel, pour les métros, les musées de demain se trouvent dans nos poches. dans nos sacs, À portée de main, à quelques clics, du bout des doigts. ils sont là. Et tout le monde en possède un, ou presque. Mais ils sont aujourd'hui Twitter, Facebook, Instagram, les vitrines actuelles de notre société. Et permettront dans quelques siècles de comprendre notre civilisation. La distinction entre les grottes de Lascaux et nos réseaux sociaux deviendra bientôt infime. De la même manière que les grottes de Lascaux sont exploitées pour saisir la réalité des hommes du Paléolithique, les réseaux sociaux vont demeurer pour se constituer en témoins de la vie quotidienne de notre génération. Je vous le concède, difficile d'imaginer que le dernier anniversaire de la petite Émilie, 5 ans, relayé par ses mamans sur Facebook, ou même Que le dernier week-end de ma mère à Tourcoing pour le carnaval intéressera un jour d'autres personnes que ses amis. et pourtant, ils auront un rôle pédagogique dans la compréhension des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Surtout concernant la définition des standards esthétiques. Les musées ont toujours été le vecteur des canons de beauté des époques auxquelles ils sont liés. Dans les tableaux du Moyen-Âge, les peintres avaient pour muse majoritairement le vernis, aux courbes arrondies, au teint blanchi et au front. Ces derniers n'hésitaient pas à se débarrasser des détails disgracieux. Richelieu, très attentif à son image, demanda à son peintre favori, Philippe de Champaigne, de retoucher les derniers portraits de sa vie. Car malheureusement, la maladie et l'âge avaient fait ce temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux abondent de femmes aux corps sveltes, au teint hali, et les filtres Snapchat permettent à toutes et tous de ne montrer que le meilleur. Et pourtant, tout comme dans les musées, tout n'est pas permis d'être exposé au public. Nos co-traductrices vont certainement soulever le problème de la censure sur les réseaux sociaux. Mais nous n'avons pas attendu que Facebook ou Instagram suppriment des clichés de femmes dévêtues pour s'en préoccuper. En 2014, un portrait de la plasticienne Lena McCall a été retiré de son exposition après avoir été jugé pornographique, compte tenu de la toison qu'elle tienne visible. Alors même que dans l'art contemporain, des œuvres comme celle de Jeff Koons, se représentant en plein acte sexuel, n'a jamais fait l'objet d'aucune restriction. La censure n'est donc pas le propre des réseaux sociaux. Ce serait éclipser le problème, alors même que c'est un sujet sociétal qui doit être saisi par nos gouvernants. Justement,
Ces derniers ont toujours eu des artistes officiels attitrés, et les rois et reines sont aujourd'hui présents dans tous les musées. Des peintres tels que Velázquez ou Jacques David sont devenus célèbres. Et ne paniquez pas, la représentation des figures charismatiques de notre temps va perdurer au travers des réseaux sociaux. Soisy de la Moissonnière. Ce n'est pas la favorite de Louis XIV. C'est la photographe officielle du palais de l'Élysée. Elle possède un compte Instagram. Rien de bien intéressant, mais elle poste régulièrement des scènes du pouvoir sur son compte, suivi par plus de 44 000 personnes. Ce compte Instagram nous permettra d'analyser les rouages politiques de notre histoire contemporaine, de la même manière que les œuvres des artistes officiels des cours européennes nous ont permis de mieux nous représenter cette époque. Louise. Oui, Bastien. Je suis las des musées, cimetières de l'art. Cette citation, qui n'est clairement pas de Bastien, mais plutôt de Lamartine, résume en quelques mots le manque d'interactivité des musées. Face à ce constat, et à la montée du numérique, les musées se trouvent souvent relégués au second plan. Désolé madame et messieurs du jury, mais l'art n'a plus vocation à rester entre les murs d'un musée. La perpétuation de la consommation élitiste de l'art est très souvent critiquée, notamment par Banksy. Et nous ne consommons plus l'art de la même manière qu'il y a 100 ans. Quand Augustin Renoir disait « la peinture s'apprend dans les musées », il avait raison au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, si vous voulez apprendre une nouvelle technique artistique, où irez-vous vous renseigner? Sur YouTube, évidemment, ce réseau social qui permet à tous et toutes de devenir professeurs pour une communauté sans dépenser le moindre centime. Révolutionnaire! Notre manière d'apprendre, de consommer, de collectionner l'art n'a rien à voir avec le passé. Et c'est en ça que les réseaux sociaux constituent les musées de demain. Ils sont en capacité de permettre la démocratisation de l'art. Les schémas s'inversent. Avant, un artiste avait besoin d'être adopé par l'élite culturelle pour toucher les masses. Désormais, c'est fini. Le foisonnement culturel permis par les réseaux sociaux offre la possibilité à chacun de gagner en visibilité et ensuite d'avoir les faveurs de cette élite culturelle. L'art dominant n'existe plus grâce aux réseaux sociaux. De la même manière que tout le monde peut se revendiquer artiste et constituer son propre musée sur son profil. Mais qui mieux que les réseaux sociaux peuvent remplir la fonction de conservation? Ils rendent les œuvres immortelles. La destruction matérielle n'est plus un obstacle. Désormais, les réseaux sociaux jouent le rôle de conservateur immatériel des œuvres d'art. La destruction par les flammes du Musée national de Rio s'est achevée par la perte de près de 90% de sa collection. Et c'est près de 200 ans d'histoire qui sont partis en fumée. Quel dégât! Ce drame national a suscité un mouvement étudiant inédit. La réalité physique du musée n'étant plus assurée, les étudiants ont mis en commun sur les réseaux sociaux des photos de leur héritage perdu. Cette reconstitution numérique de la collection a permis d'éviter la perte des œuvres et des mémoires. C'est ainsi que les réseaux sociaux ont joué un rôle de conservation que les musées matériels n'étaient plus en mesure d'assurer. Les réseaux sociaux sont les musées de demain. On les décrit comme le règne de l'individualisme, de la solitude ou même de l'égoïsme, mais ils permettent d'offrir à tous un accès à la culture sans limite pour des œuvres désormais immortelles. Alors oui, ces nouveaux outils peuvent être critiqués, et pour de nombreuses raisons, mais ils font partie de notre vie désormais. Sachons donc apprendre à les utiliser au service de l'art. Ne soyons plus de simples spectateurs de l'art, devenons acteurs de l'art, car l'avenir est entre nos mains. Et Estelle. Chère Julie, cher public, cher contradicteur. Alors merci d'avoir tenté, si bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs, de défendre l'indéfendable. Alors certes, vous avez exposé vos idées en direct sur Facebook Live, mais vous vous êtes d'abord exposé ici, au musée. Et reprenons depuis le début. Se demander si les réseaux sociaux seront le musée de demain, c'est d'abord se demander si les réseaux sociaux vont remplacer. Or, la question a une réponse évidente. Les musées ne vont pas disparaître parce que les œuvres peuvent se dématérialiser. En effet, si vous pouvez admirer certaines œuvres prestigieuses issues de grands musées réputés mondialement sur votre fil d'actualité, c'est d'abord que ces œuvres peuvent être admirées en vrai, physiquement, dans de véritables musées et qu'elles sont exposées chaque jour. La dématérialisation de l'œuvre n'est alors qu'une interface supplémentaire
entre le musée et le public. Le réseau social ne produit pas d'art, il n'est qu'un simple canal de transmission. Prenez un exemple, le tableau certainement le plus célèbre du monde, la Joconde, qui est aussi connu grâce aux réseaux sociaux. Et bien ce tableau continue d'attirer tous les jours des centaines de touristes déchaînés au Louvre. Mais alors pourquoi venir du monde entier si sur Internet on peut voir l'image de la Joconde depuis son canapé ou même ses toilettes? Pour une unique raison, l'expérience. D'abord, l'expérience du contexte de l'œuvre, parce que vous vous rendez au cœur de Paris, dans l'un des musées les plus mythiques du monde, sous la pyramide de Verre. Ensuite, expérience des dimensions réelles de l'œuvre. Vous pouvez apprécier sa véritable taille. Ça n'a par exemple aucune comparaison de regarder les noces de Canal véronèse sur un ordinateur ou de vous sentir écrasé par ce mastodonte de tableau de 6 mètres sur 10. Et puis, une dernière expérience, plus personnelle, celle de l'émotion. Être touché par la grâce intrinsèque de l'œuvre, par son aura, par son message. Mais pas seulement Estelle, le musée véhicule aussi une émotion. Voir l'inscription Arbeit macht frei prend une signification dédoublée, décuplée, voire même centuplée. Rien à voir avec un simple coup d'œil sur son ordinateur au fond du canapé. Mais finalement, cette distinction entre l'objet et l'image de l'objet a été théorisée il y a fort longtemps par l'un des plus grands influenceurs de tous les temps. Pas Cyprien ni Jorman, vous êtes très loin, il s'agit de Platon. Platon, qui dans ses statuts que nous a partagé Aristote, nous explique que l'image n'est que le reflet maladroit, sans relief et totalement subjectif de la réalité de l'objet. Exemple. Vous êtes au musée. Vous avez devant vous une magnifique statue. Le penseur, oui. Vous pouvez faire un plan général. Vous pouvez faire un gros plan. Vous pouvez faire une plongée pour le rendre tout petit. Une contre-plongée pour le rendre tout grand. À droite, à gauche, derrière, devant. Tant de possibilités. Moralité, la photo du penseur qui apparaît sur votre fil d'actualité n'est que la mise en scène de ce que l'on veut vous montrer, et non l'œuvre irréductible à un plan plat. Mais bon, finalement, si des images existent, c'est qu'elles ont quand même une utilité. Par exemple, vous habitez dans la petite commune de Sainte-Marie-en-Chénois, dans le département de Haute-Saône, 215 habitants, et vous faites un exposé sur la Vénus de Milo. Bon, alors, c'est beaucoup plus simple de prendre par exemple votre smartphone ou votre ordinateur pour voir cette statue. Ça vous évite d'aller à Paris, vous mettez donc du temps et de l'argent. Mais, dit comme jamais, ça voudrait dire que les réseaux sociaux permettent de démocratiser la culture des musées? Bah non, Fred, parce qu'on ne parle pas de démocratisation, mais plutôt de vulgarisation. Parce qu'avec ces algorithmes, les réseaux sociaux et les réseaux sociales ne va vous présenter que les œuvres que vous recherchez, ou en tout cas par lesquelles vous avez déjà des préférences. Et va ainsi tronquer l'immense diversité de ce qu'on trouve au musée. Mais se demander si les réseaux sociaux vont devenir les musées de demain, est-ce que ça veut aussi dire que les réseaux sociaux en eux-mêmes vont devenir des musées? Encore une fois, non, ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont devenir des musées, c'est le contenu des réseaux sociaux qui va rentrer au musée de nuances. En effet, la logique des réseaux sociaux et des musées est complètement divergente. D'un côté, le réseau social, outil de communication du quotidien. Chaque jour, 100 millions d'utilisateurs, 500 millions de tweets en 146 maximum, tout ça dans un bois général. De l'autre côté, le musée. Espace du remarquable, du brillant, du génie, mais aussi espace du temps, de la réflexion, de l'introspection et de la connaissance. Mais pour autant, tout n'est pas acheté à la poubelle dans le musée. Bah tu sais bien Estelle, c'est la rhétorique du Plubipoulia. Le Plubipoulia, c'est ce plat immonde qui mélange la saucisse de Toulouse, mais tienne, attention. La saucisse de Toulouse, les anchois et la confiture de fraises. C'est ça, c'est le fait d'avoir un produit indistinct, immonde et compliqué, alors que si on prend les ingrédients de manière isolée, dans un certain contexte, ils prennent tout leur sens et leur goût. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, être dans le futur, en 2325 à peu près, les musées de cette époque pourront présenter les mœurs des humains de 2018. Et par exemple, ils pourront faire des expositions sur notre passion un peu pour la raclette. Oui, exactement. Et puis d'autres musées pourront relater l'histoire des États-Unis avec les tweets de Donald Trump. Ainsi, le musée et les conservateurs de musées
évidemment compris que jamais le réseau social ne remplacera l'expérience. Néanmoins, comme ce sont deux espaces de diffusion et de partage, ils ne peuvent être totalement dissociés. Ainsi, du fait des réseaux sociaux, le contenu des musées sera certainement amené à changer, mais sa mission de transmission, elle, va perdurer. Merci. Alors, vous avez expliqué dans votre groupe le manque de vie à l'intérieur du musée, comment on se fait discriminer. En fait, vous avez les musées qui cherchent à contourner cette image en créant soit en utilisant justement des appareils multimédia, soit même en s'organisant par exemple le pop-up vidéo qui est le principe de mettre dans un espace habituel, quotidien, et amener l'extraordinaire ou le remarquable dans cet espace pour créer du lien. C'est bien la preuve du désaveu des musées qui utilisent déjà les réseaux sociaux car ils ont compris que ces derniers vont bientôt les remplacer. Il ne s'agit pas exactement d'utiliser les réseaux sociaux, mais plutôt des outils technologiques. De faire rentrer le numérique parce qu'ils ont déjà compris que les réseaux sociaux qui font partie du numérique vont ensuite remplacer. Pour l'instant, les réseaux sociaux, si pour l'instant les réseaux sociaux ne sont qu'un outil, ça va être un remplacement complet. On voit très bien sur le compte Twitter a été archivé. Et c'est possible que dans une centaine d'années, ou dans 200 ans, il ressorte sous forme de musée comme si tout, comme si tous ces tweets allaient pouvoir nous permettre de comprendre mieux la gouvernance de Barack Obama à cette époque. Alors, je suis d'accord dans la mesure où c'est mais évidemment, ce ne sont pas tous les tweets qui vont être sortis en exposition. Suivant le message que les conservateurs vont leur faire passer, ils vont sélectionner de la matière, certains tweets sur certains sujets, et ils vont ainsi pouvoir. C'est la différence entre le musée et le réseau social. C'est-à-dire que le réseau social donne tout à profusion, sans aucun filtre, sans aucun message, alors que le musée va organiser cette matière. Il va aussi permettre de mettre de la valeur, parce que si vous avez seulement vos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous faites des œuvres qui viennent du musée? Ça veut dire que vous les rangeriez au placard et qu'elles tiendraient de la valeur? Absolument pas. Question pratique, quand vous allez dans les grottes de Lascaux, vous ne sélectionnez que quelques œuvres. Et vous y allez quand même, et on n'a pas enlevé certaines œuvres des grottes de Lascaux, que je sache. Et je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit, et notamment revenir sur la démocratisation. Donc vous nous avez parlé qu'aller à Paris, c'est génial. Ah oui, c'est formidable d'aller à Paris, on ne va pas le remettre en cause. Mais le coût, même certains musées ne sont pas tous encore accessibles dans le monde entier aux handicapés. Alors que certaines œuvres, grâce aux réseaux sociaux, peuvent permettre à des handicapés de les découvrir. Oui, sur la connaissance sur Absolument pas. Je mets ça. Tout simplement en valeur que si vous avez besoin de voir une œuvre, effectivement, c'est un outil formidable. Vous allez pouvoir vous annoncer quelque chose à la néanmoins, vous tapez Venus de Milo sur Internet, vous n'avez que des images de statues. Vous n'avez pas une diversité, par exemple, d'autres statues antiques, de cet esprit, qui peuvent ainsi élargir votre réflexion. Dans ces cas-là, il suffit d'aller sur Pinterest et chercher les statues antiques et tu trouves tout ce que tu veux. Je vous remercie. Pour la dernière chute, l'art, ça n'a pas de prix. À l'affirmative, Océane Champion. Cher jury, cher public, chers contradicteurs, bonjour. Un ami, ça n'a pas de prix quand on a des envies. Le bonheur, ça n'a pas de prix. L'amour, ça n'a pas de prix. Et puis, bien évidemment, l'art. L'art, ça n'a pas de prix. Ça sonne un peu comme un dicton dont on ne percute pas tout de suite le sens. Un peu comme bonnet blanc, blanc bonnet, qui plus a plus qu'on voit, moins encore, on a tous quelque chose de délicieux. C'est bon, on arrête avec Jenny, on est là pour parler d'art. L'art, ce concept, cette discipline inclassable, aussi générale que complexe. De nombreux débats et polémiques tournent autour de ce qu'on ne saurait définir, et ce depuis l'Antiquité. L'art est-il définissable? L'art est-il utile? L'art est-il accessible? Et puis, bien sûr, on s'interroge sur sa valeur. L'art, ça n'a pas de prix, et c'est ce que je vais vous défendre aujourd'hui. Mon contradicteur vous dira sans doute que dans notre société contemporaine, tout est monnayable, et qu'il serait fort de voir
Mais l'art, n'est-ce pas la création libre? L'expression individuelle émanant d'une personne comme de l'humanité tout entière? Rendre l'expression monétable revient à définir un marché de l'imaginaire. Vendre l'esprit humain, c'est en quelque sorte le prostituer. Bien sûr, je ne vais pas vous dire que parce que vous avez honteusement acheté le DVD à la gueule et simulé le mec de Madame, que vous avez vous un violeur de la pensée humaine et de l'expression artistique. Mais ceci explique que de nombreux artistes refusent de vendre leur art ou de se soumettre à la loi du marché artistique. C'est parce qu'ils ont le sentiment de vendre une partie d'eux-mêmes. Prenons un vrai exemple. La demeure du chaos est un ancien relais de poste du XVIIIe siècle, détruite et en partie transformée par l'artiste Thierry Hermann. Recréant des scènes choquantes telles que le 11 septembre 2001, elle est aujourd'hui un musée d'art contemporain au paysage post-apocalyptique, aux installations monumentales gigantesques et au caractère industriel et sale. Et l'entrée est libre et gratuite. Parce que la création artistique qui est la demeure du chaos, on parle ici de plus de 4500 œuvres, d'au moins 70 artistes réunis, devrait être en libre accès. Tout le monde devrait avoir accès à l'art. L'art, ça n'a pas de prix parce que c'est universel. Et que même si on essayait d'estimer une valeur à l'art, il ne s'agirait que d'une unité à un moment donné, alors même que l'art transcende les époques. Attribuer un prix à une œuvre relève d'un basique calcul. Certaines œuvres les plus anciennes sont parfois même dénigrées par un prix, une valeur qu'elles ne méritent pas. Prenez Molière. Ses œuvres les plus magistrales sont tombées dans le domaine public du fait de son époque lointaine. Ainsi, le bourgeois gentilhomme coûte 2 € sur Amazon quand le suicide français d'Éric Zemmour en coûte 25 à la Légère. Attribuer un prix à une œuvre ne lui donne pas de valeur. Cela ne fait que la rendre accessible ou non au plus grand nombre d'individus. Plus elle aura créé, plus elle sera entre les mains d'un petit nombre de personnes. Cela, le prix pour Zemmour est peut-être pas si mal. Ce n'est en réalité pas l'art qui a un prix, mais sa transmission. Ce ne sont pas des vers de Baudelaire qui coûtent, mais le papier sur lequel ils sont imprimés. Ce n'est pas la Joconde qui coûte, mais l'entretien et la protection au Louvre. Ce n'est pas Clair de Lune de Debussy qui coûte, mais sa transmission audio sur CD. Ce ne sont pas non plus le corps des femmes et des hommes qui chantent, dansent, jouent qui coûtent, mais c'est le décor qui va avec. Une œuvre est accessible ou non. Mais finalement, ce qui compte, c'est qu'elle arrive à vos yeux. L'art, ça n'a pas de prix. Et heureusement, ça doit le rester, car les meilleures créations sont nées dans la pauvreté, nées dans le vide. Vincent Van Gogh, comme vous le savez probablement déjà, est issu d'une grande famille de commerçants d'art. Son oncle co-dirigeait la société de négoce d'art Goupil et compagnie, dans laquelle le jeune impressionniste a travaillé, puis était licencié en raison de son dégoût pour le commerce de l'art. Il préférera s'éloigner de ce monde, et c'est dans la plus grande précarité qu'il contribuera au meilleur du patrimoine artistique du XIXe siècle. Personne ne sait ce qu'a réalisé Goupil et compagnie, bien qu'elle fût une grande entreprise au large empire international. Mais tout le monde connaît la nuit étoilée. Encore une minute. Mais au final, que vous regardiez à la gueule, que vous lisez du Zemmour ou encore écoutez du Johnny, si Bach vous fait vibrer et que les vers de Baudelaire vous font trembler, c'est que l'art, peu importe sa forme, vous transcende. Une œuvre n'a de la valeur qu'à vos yeux. L'art, ça n'a pas de prix, et c'est en cela qu'elle rend l'humanité plus humaine. Merci. À la négative, Maxime Cléret. J'ai pas compris qu'il fallait tout faire par toi. Merci. Alors, mesdames, messieurs, les membres du jury, cher public, très cher Océane, avant de dérouler mon propos devant vous ce soir, une précision. Je vais devoir vous demander de me croire sur parole.
bonheur. Oui, parce qu'il semblerait que je vais tout prochainement me livrer à un exercice d'art, sans prétention aucune, d'art oratoire. Et en art, il faut croire, avant d'y aller voir, nous disait non, Paul Farm, c'est pas bon. Alors, en contrepartie, je vais peut-être naïvement croire en votre intelligence, en votre bienveillance en tout cas, pour arriver en toute confiance. Alors, si je vous demande comment vous allez, là, maintenant, tout de suite, ce que je ne ferai pas, ça n'intéresse personne et ça prendrait bien trop de temps, d'aucuns me répondront qui sont honorés, ébahis devant nos prestations magistrales. Mais si nous mettons à part les membres du jury, je vois bien que vous commenciez à vous endormir. Et bien voilà, vous commencez à ressentir le prix de cette journée, son poids, son prix au kilo. L'art, mesdames et messieurs, a un prix, et loin d'en être la difficulté, c'est ce qui en fait toute la beauté. Je vais vous parler en 4 temps, parce qu'une joute en 4 temps, c'est beaucoup plus marrant et plus intéressant qu'une joute en 3 temps. Au premier temps de la joute, l'échange. Alors attention, grosse révélation, énorme surprise, oui, l'art a un prix d'échange, un prix combien ça coûte. L'art est une expérience qui permet à l'artiste de se sustenter jusqu'à sa satiété ou la mienne, peu importe. Admettons un seul instant qu'une œuvre d'art n'est pas prise. L'auteur donne son œuvre, puis une autre un peu plus triste par manque d'énergie, puis une un peu moins glorieuse par manque de matériel, puis une nature morte puisque l'auteur est décédé, suivez un peu. Alors j'entends déjà, s'il est là, les critiques à ma pensée. Oui, mais l'art, c'est l'art pour l'or, l'art pour les gens, pas l'art pour l'argent. Alors croyez bien que si j'étais l'auteur avisé, l'acheteur avisé, du Salvator Mundi de Léonard de Vinci, pour la modique somme, mesdames et messieurs, la modique somme de 450 millions d'euros, croyez bien que je m'en vanterais. D'aucuns se pavoiseraient. Ça n'a pas pris, c'est inestimable. Mais quel mensonge de leur part! Maintenant, l'apprentissage. Face à une toile d'environ 1,20 m sur 1,60 m, peinte en blanc, dont le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut apercevoir le fin liseré blanc. On est tous dépourvus. De l'eau. Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas pu supporter le coût de l'apprentissage. Non? Pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait artiste. Pour qu'il y ait artiste, il faut qu'il y ait talent. Pour qu'il y ait talent, il faut qu'il y ait apprentissage. Et pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait les moyens d'apprentissage. Pour qu'il y ait art, il faut qu'il y ait un public à viser. Mais ce cher public à viser et cet artiste formé n'est pas à la portée de tout un chacun. Il faut du temps. Et comme le temps, c'est... Excusez-moi, vous voulez finir la journée à la place? Non, mais parce qu'allez-y, je ne vous interdis pas. Merci. Et comme l'artiste a passé du temps à se former, il est juste de le récompenser au juste prix. Enfin, Goncourt, Renaudot, roman de l'idée factuelle. Alors, qui sont-ce? Moi, je demande qui sont-ce? Ce sont des noms que je dis pour le plaisir de les entendre. Alors oui, vous me direz, ce sont tous des artistes. Bien, mais avant d'être des artistes, ce sont tous des prix littéraires. Ou alors c'est l'inverse. Vous ne devinerez jamais, je suppose, combien remporte le prix Goncourt. 10 euros. 10 euros. Alors c'est pas le prix qui fait le prix du prix, certes. Mais l'applaudissement du public et la reconnaissance de la critique, c'est un prix pour l'art. Si l'art a un prix, le bonheur de l'artiste, quand il vous voit rire ou pleurer, lui, il n'en a pas. Enfin, mesdames et messieurs, si l'art a un prix, l'art ne peut pas avoir tous les prix. L'art ne peut pas avoir le prix du sang ou de la liberté. Si les artistes paient parfois trop cher le prix de leur engagement, il ne peut leur en coûter la vie. Et pourtant, trop nombreux sont encore celles et ceux qui tombent, qui pour avoir donné, livré leur âme, ont finalement dû donner leur corps. Et ça, mesdames et messieurs, c'est bien la preuve la plus tragique, et aussi la plus évidente, que l'art peut avoir un prix fort. L'art a un prix, vous ai-je aujourd'hui appris. Et si vous m'avez compris, j'en serais ravi.
Si je vous ai convaincu que vous m'avez cru, celui que ce soir aura toute la valeur du monde. Car l'art oratoire, loin d'être décevant, demande à l'auditoire comme à l'intervenant de donner tout son corps, de prêter toute son attention. Alors peu importe la position, car l'art ce soir, finalement, c'est bien bon. Alors finalement, pour toi, la valeur monétaire d'une œuvre, comme notamment les ventes aux enchères que tu as évoquées au début de ta joute, ça donne vraiment de la valeur. Mais tu l'as aussi soulevé, c'est aussi un peu pour s'arrêter. Mais l'apprentissage et toute la renommée qu'il y a autour d'une œuvre, c'est pas forcément ce qui la rend meilleure qu'une autre. Les graffitis qu'on va trouver sur les ponts, sur les quais de Strasbourg, ils sont très beaux aussi, mais l'apprentissage il vient un peu nulle part. Et parfois c'est pas ça qui donne la valeur. Et le prix là, il est absent. Et finalement, qu'est-ce que tu penses de Alors elle vient de la valeur de l'art. Elle vient de ta propre sensibilité, de ton regard finalement. Et comment tu l'acquiers, cette sensibilité? Oh, prends doucement, c'est pas grave, prends doucement. La sensibilité, elle vient. Je crois que la sensibilité est absolument propre à l'homme et que non, elle ne s'apprend pas à l'école comme je pense. Donc c'est inné, la sensibilité pour toi. La sensibilité est innée. Tout le monde a la même sensibilité à l'art. Tout le monde en a une. Tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'art. Mais tout le monde a sa propre sensibilité. Et c'est pour ça que j'ai souhaité évoquer des exemples un peu plus vulgaires dans ma joute. C'est parce que je pense qu'on a tous une propre sensibilité différente. Mais tout le monde a une sensibilité à l'art. Tout le monde peut aller, ça ne coûte à personne, d'aller dans un musée, selon que tes parents ont eu l'habitude de t'emmener au musée ou non. Ou que tes parents, on va dire, préféraient passer le dimanche dans le canapé tranquillement. Bon. Ça ne te coûtera pas le même prix d'aller au musée, tu auras 18 ans et tu pourras faire ce que tu voudras. Si tu as été habitué à l'idée ou si tu n'as pas été habitué à l'idée, l'art aura forcément un prix, et le prix de l'apprentissage. Le problème, je pense, c'est que tu enfermes l'art. Tu enfermes l'art dans quelque chose forcément de très élitiste et ce qu'on voit dans les musées ou ce qu'on a appris à l'école. Pourquoi l'art que nous avons juste autour de nous serait mieux que ce qu'on regarde à la télé le dimanche? Je ne vais pas te dire que touche pas à mon poste, c'est de l'art, mais il y a quand même quelque chose qui est partout. L'art. Il a beau être là, sous les ponts, comme tu disais, encore faut-il le voir que c'est de l'art. Ne pas le regarder simplement comme ça, comme un graffiti. Sans forcément tu vas pas former ta sensibilité. Sans forcément nommer que c'est de l'art. Il faut les voir, les graffitis. On n'y prête pas forcément attention, mais à un moment donné, je vais dire ah, c'est beau. Ou même si je dis ah, c'est moche, ça salit les murs, bah, je l'aurais quand même constaté. Pas forcément dans le renard. Oui, mais ça n'enlève pas sa valeur. Je vous remercie. J'invite le jury à poser des questions. Il y a un artiste qui s'appelle Robert Gillou qui disait « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Je vous pose cette question. L'art, est-ce ce qui rend la vie plus intéressante que l'art? Oui, je pense que c'est... Mais on philosophe beaucoup autour de ce qu'est l'art, où est l'art. Et finalement, des fois, on se rend compte que l'art peut être tout aussi simple que de grands débats, beaucoup de philosophie, alors que l'art peut être tous les jours en face de nous. Mais pour que ce soit un minimum intéressant, plus intéressant qu'elle, et pas juste qu'on nous montre de la vie quotidienne, des choses sans un petit message à faire passer. Donc il y a des petites pièces, il y a un apprentissage, une réflexion. Donc ça peut avoir un prix. Sauf si on considère que l'art, c'est l'expression, tout simplement. Et pour s'exprimer, comme je l'ai dit parfois, oui, c'est ce que tu défends. Pensez-vous qu'on pourrait trouver une solution qui pourrait concilier l'un et l'autre en disant que le prix de l'art, c'est l'émotion qu'on nous apporte? C'est vrai qu'on s'est concentré aussi sur le prix purement monétaire. Et le prix
Mais je te laisse, tu vas. Le prix, c'est de voir dans vos yeux que vous avez passé une bonne année. Y a-t-il une dernière question du jury? Vous avez cité le monochrome blanc, donc effectivement en 1917, Casimir Malevich a peint un tableau qui s'appelle Carré blanc sur fond blanc. Et donc, quel serait non pas le prix, mais effectivement la valeur d'une œuvre comme celle-là pour vous? Puisque je l'ai cité, je peux commencer. Enfin, je fais plutôt référence à la pièce de Casimir Malevich, mais dans laquelle il parle de ce tableau, mais effectivement, on n'a pas eu de. Celui qui critique cette œuvre, dans un sens négatif, j'entends, n'a pas su supporter le coup d'apprentissage des nuances du blanc sur la façon dont on place face à ce tableau, de la profondeur par rapport aux différents reliefs du tableau, de ce que le blanc en lui-même peut lui inspirer par rapport à sa propre expérience, à son vécu. Celui qui fait une critique négative en disant finalement c'est du blanc sur du blanc pour mettre sur un mur blanc, effectivement n'a pas saisi ne s'est pas investi, ne s'est pas mis sa personne dans le beaux-arts. Je suis assez d'accord sur l'idée que l'art critique beaucoup, notamment quand elle part aussi loin et sur quelque chose d'assez contemporain. L'art contemporain est souvent critiqué justement parce que c'est très difficile de rendre ça accessible. Et effectivement, on en arrive à un point où parfois il faut avoir tellement de références pour comprendre une œuvre que effectivement c'est réservé à certaines personnes et c'est difficile de la rendre plus accessible. Et c'est énormément de débats qui prouvent que l'art, des fois, ça peut s'améliorer, notamment quand elle est réservée à une certaine élite. Mais finalement, le prix, encore une fois, c'est encore un débat différent que nous avons eu. La valeur qu'on va donner à cette œuvre, elle ne sera pas la même pour tout le monde, puisqu'elle va diviser énormément. Et en cela, je trouve que c'est assez dommage aussi quand on donne, notamment, ou alors parfois il va y avoir une œuvre comme celle-ci qui sera du blanc sur du blanc et il ne va même pas y avoir une petite annotation ou rien qui finalement ne délivre pas d'informations et c'est en cela que l'art peut être parfois fermé. Je vous remercie. Merci d'avoir patienté pour les résultats. Donc, on va d'abord donner les résultats équipe par équipe. Donc, pour la première équipe. Alors, pour la première équipe, le vainqueur est notre avocat de la défense, Lucas Jacquon. Pour la deuxième équipe, ce sont donc Nadège Heinz et Estelle. Pour la troisième joute, donc grâce à la prix, nous avons retenu Maxime Pierret. Et donc pour le prix du meilleur histoire, nous l'attribuons à notre candidat caché. Nous y retirons tout ça, donc Lucas Jacquon encore une fois. attribuons à Maxime Pierret. Également, si vous bien vous approcher, mes collègues Alain va vous remettre
C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, encore une fois, je vous remercie tous chaleureusement d'être venus dans cette salle pour écouter le docteur. J'espère que, comme j'avais suggéré au début de Jousse, j'espère que vous avez pu partager une partie de la gloire et de l'audace et du chemin artistique pour parcourir nos orateurs cet après-midi. Et encore une fois, je remercie notre très distingué jury pour leur performance également en jugeant ces. Merci beaucoup.